Bonjour à tous. Ce 1er mars, la loi Egalim rentre en vigueur avec pour objectif un rééquilibrage des relations commerciales entre la grande distribution, les industries agroalimentaires et les agriculteurs, avec pour objectif final une meilleure rémunération des agriculteurs. Parmi les mesures phares, la limitation du seuil de revente à perte à 10%, l'encadrement des promotions à 34% des prix, 25% des volumes, mais rien ne nous garantit que demain, réellement, les distributeurs jouent le jeu. Aujourd'hui, la grande distribution est en plein changement de modèle également, avec des démarches de segmentation de produits qui font florès. Selon l'étude Nielsen, ce sont même les PME qui ont alimenté ces 5 dernières années la croissance des rayons agroalimentaires, avec des démarches notamment de segmentation, les laits régionaux, les non OGM. Pour en discuter, j'ai invité Philippe Lezeur, le sœur de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel. Nous allons évoquer la démarche Chez qui le patron. Ces nouvelles démarches de segmentation de produits, c'est également la nécessité d'adapter les systèmes. Et pour ce faire, j'ai invité Julien Bouffartigue, secrétaire général à la section fourragère du GNIS. Et puis, une des mesures phares de ces états généraux de l'alimentation, de cette nouvelle loi, c'est la prise en compte des coûts de production. Alors, Marie-Thérèse Bonneau, je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. Les interprofessions, les organisations de producteurs ont tablé, alors notamment le CNIEL, sur un prix, sur un coût de production à 396 € des 1000 litres produits. Aujourd'hui, quels sont les industriels qui jouent le jeu ? Alors effectivement, nous avons un prix de revient qui a été calculé dans le cadre d'un indice fourni par l'interprofession laitière. Donc l'ensemble des opérateurs ont participé à la mise en place de cet indicateur et aujourd'hui il est objectif et il représente une base sur laquelle la négociation se fait. À ce stade, il y a quelques opérateurs qui l'utilisent, on va dire, de façon pleine et entière aujourd'hui dans la négociation commerciale. D'autres l'ont plutôt intégré de façon partielle. Il met en avant que le prix de revient d'un litre de lait coûte effectivement 396 aux producteurs aujourd'hui. Donc c'est une base de discussion et de négociation évidemment indispensable pour nous. Oui, d'ailleurs, on observe que certains industriels jouent ce rôle de transparence dans leur mix produit. Par contre, les distributeurs, un peu moins. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, on est un peu sur une étape 1 qui est franchie. Vous avez fait état de cette loi aujourd'hui qui met en avant la possibilité de pouvoir amener pour le producteur des éléments pour la négociation avec le prix de revient de ces produits. Donc là, on est sur la négociation commerciale qui sont en cours, je le rappelle, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, et ce sont seulement sur les grandes marques à la fin de la semaine, parce que la négociation tarifaire, elle se fait au cours de l'année sur l'ensemble des produits. Et je rappelle qu'il n'y a pas que des grandes marques qui sont vendues aujourd'hui dans la distribution. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement ces éléments-là qui ressortent. Beaucoup de communication se fait autour d'accords qui sont passés entre des industriels et des distributeurs sur des accords. Mais ce que nous, on attend en tant qu'éleveurs, c'est un retour factuel sur notre prix du lait payé en ferme. Et à ce jour, on est dans l'attente. Ouais. Alors Philippe Lezeur, aujourd'hui le marché du lait de consommation est un marché plutôt en décroissance, qui perd 3% par an. Vous êtes les premiers à avoir fait ce pari d'une démarche régionale, d'une démarche de segmentation de produits. Comment voyez-vous l'avenir ? Alors, bien avant les états généraux de l'alimentation, notre entreprise est rentrée dans une démarche de segmentation. Alors, par différents contrats tripartites, on s'est tourné directement vers nos clients distributeurs, mais aussi consommateurs, pour essayer de voir avec eux quelle était l'attente marché. Donc, on a mis en place des accords tripartites avec différentes enseignes. C'est le cas de Auchan, de U, de Lidl notamment. Et puis, on a cru à la démarche C'est qui le patron ? Donc une démarche vraiment originale où on est allé demander aux consommateurs ce qu'ils souhaitaient comme cahier des charges et décider de son intention d'achat en fonction de différents coûts et d'un prix qui pouvait évoluer sur sa brique de lait finale.
D'accord, donc c'est qui le patron? C'est du lait de pâturage, du lait non OGM. Aujourd'hui, il y a un vrai succès des démarches de segmentation hein, sur l'univers lait. L'alimentation non OGM, aujourd'hui en Allemagne, c'est 50% de la collecte, c'est 100% en Autriche. Comment voyez-vous l'évolution de ce marché en France ? Alors aujourd'hui, il y a une demande qui naît effectivement aussi en France par rapport au sans OGM. Si on reste dans une démarche de segmentation, ça veut dire que par définition, elle amène une valeur supplémentaire par rapport au lait conventionnel. Sinon, ce n'est plus du segment de valeur. Donc ça, c'est la première entrée qu'il faut bien avoir. Et quand on lance ce genre de démarche, il faut aussi organiser la façon dont on va permettre aux éleveurs de rentrer dans ce champ de segmentation en ayant les moyens d'alimenter leurs animaux avec de la complémentation sans OGM. Donc là, il y a tout un chantier, on va dire, plus général que simplement la relation entre l'éleveur et son entreprise sur la promesse du sans OGM. Il y a aussi la capacité de faire des cultures qui permettent de remplir cet objectif-là, avec aussi l'incertitude climatique dont on a bien les effets cette année. Oui, on va en parler un tout petit peu plus tard. Pour certains éleveurs, le passage au lait non OGM, c'est entre 15 et 20 euros des millilitres produits en plus. Est-ce que, du coup, tous les systèmes pourront s'adapter à ce genre de démarche demain ? Alors effectivement, 15-20 euros en plus, si, comme j'évoquais tout à l'heure, la capacité de s'approvisionner est aussi dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle monte dans la même façon. S'il y a concurrence, ça sera plus cher. Donc la viabilité de ce genre de démarche, c'est aussi le fait de pouvoir adapter le coût et la valeur. C'est-à-dire qu'il y a une demande aujourd'hui dans ce segment de marché, il y a un surcoût qui est lié, mais il y a aussi le fait de pouvoir rentrer dans le domaine économique et le schéma économique de l'éleveur. Très bien, alors face à cette diversité de coûts de production aussi, je me tourne vers vous, Philippe Le Seur. Comment arrivez-vous, vous, à harmoniser la rémunération de vos adhérents, des éleveurs ? Alors on a différentes démarches, c'est vrai que dans le cas d'un lait comme C'est qui le patron, avec un prix de base à 390 euros 38-32, ce qui donne à peu près un 410 toute qualité confondue, je dirais le surcoût du non-OGM est absorbé, je dirais, par ce prix. On parlait de 396 toute qualité confondue, donc je dirais ça permet quand même à l'agriculteur de voir l'avenir. Dans d'autres démarches, en effet, notre particularité, c'est d'aller voir les enseignes avec notre organisation de producteurs et donc d'expliquer, je dirais, aux distributeurs ces surcoûts et donc on essaye de négocier au mieux. Évidemment, il y a une attente marché et donc le non-OGM notamment doit se payer par le consommateur, ça nous paraît normal. D'accord, très bien. Alors, dans une seconde partie, Julien Bouffartigue, aujourd'hui le soja, c'est notre première source pour les protéines, pour l'alimentation de nos animaux d'élevage. Aujourd'hui, quelles sont les alternatives France à ces tourteaux venus de l'extérieur ? Alors déjà, je vais relativiser les choses parce que quand on parle de quantité de protéines consommées par les animaux ou même les humains, le soja importé, c'est environ 2 millions de tonnes de protéines. L'herbe, c'est 9 millions de tonnes de protéines. Donc on voit déjà que finalement le problème du soja est un élément majeur, mais n'est pas la seule question qui se pose sur la production de protéines en France. Donc il y a déjà des sources très diversifiées. Les céréales, c'est 4 millions de tonnes de protéines, qui vont à la fois pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale. Et les oléagineux, protéagineux, c'est 2 millions de tonnes, donc environ en France, autant que le soja. Donc on voit que cette diversité existe déjà. Elle doit se renforcer au sein des catégories que j'ai citées. Moi, si je prends l'exemple des fourragères, de nouvelles légumineuses fourragères qui peuvent être utilisées. Chez les protéagineux, par exemple l'exemple du lupin, qui est une plante très intéressante, mais qui aujourd'hui a du mal à se développer. Et puis pour le soja aussi, c'est substituer une partie de ces importations par du soja français. Il y a des démarches de qualité qui sont en cours. La charte Soja France qui a été créée l'année dernière, qui garantit un soja non OGM, produit localement en France et avec une traçabilité assurée. Donc cette diversité, elle existe déjà, elle doit se renforcer et de toute façon, la solution, c'est de renforcer cette diversité.
Merci.